Justement, en réalité, on estime aujourd'hui à 40% le taux de connectivité globale en Afrique, ce qui indique qu'il y a encore 60% de l'Afrique qui n'est pas connectée. Et quand on sait que la plupart des projections démographiques donnent l'Afrique à peu près 2 milliards et demi d'habitants en 2050, il y a là non seulement un réel marché, mais une réelle opportunité de notre point de vue, notamment parce que, effectivement, si on approfondit la réflexion, on est capable aujourd'hui, en ayant identifié les différents leviers de dépendance là, de concevoir une approche de transformation numérique qui serait donc dépourvue de ces différents leviers. Autrement dit, aujourd'hui, on a la possibilité de partir sur de nouvelles normes, de nouveaux équipements et une nouvelle approche de la connectivité qui serait en dehors du contrôle de ceux qui ont le monopole aujourd'hui. Ça, c'est une possibilité, ça, c'est une opportunité que presque seule l'Afrique a, puisque la plupart, le reste du monde est déjà plus ou moins connecté. Bonjour François-Xavier, merci de me rejoindre aujourd'hui à ce podcast pour parler de cybercolonisation et puis cybercolonialité en Afrique. Donc tu as publié, tu as rédigé, tu es auteur d'un ouvrage avec José do Nascimento que j'ai déjà reçu pour parler de Cheikh Anta Diop. Donc vous êtes co-auteur de cet ouvrage, L'Afrique au risque d'une cybercolonisation, qui est apparu aux éditions L'Harmattan il y a quelques mois, que j'ai lu bien sûr avec beaucoup d'intérêt, et j'aurais aimé que beaucoup plus d'ouvrages de ce genre existent à propos comment dire, d'aspects stratégiques, pour la souveraineté et l'indépendance de l'Afrique en tant que continent. Bienvenue. Et puis, je vais te laisser te présenter rapidement. Et puis ensuite, je te poserai toute une série de questions pour que tu puisses nous éclairer sur ce sujet de cybercolonisation de l'Afrique. Ok, bonjour Mehdi, merci beaucoup de me recevoir dans ton podcast. C'est un honneur, un privilège d'être là. Donc, oui, effectivement, avec le professeur José de Nascimento, on a travaillé sur ce projet d'ouvrage portant sur la cybercolonisation en Afrique. En réalité, notre rencontre s'est faite dans des circonstances un peu fortuites, puisque j'étais à l'époque enseignant à l'école politique africaine à Paris. Et c'était à l'occasion d'une journée porte ouverte, je crois que ça devait être celle de 2019, 2020, je ne sais plus. Et j'avais donc proposé à cet effet une présentation sur, je posais la question, est-ce qu'on peut parler de cybercolonisation en Afrique? Et donc, le professeur de Nascimento était dans la salle et le sujet l'a intéressé. Et par la suite, effectivement, on s'est revus, on a échangé, et on a décidé de collaborer ensemble pour en faire un ouvrage. Donc, je suis à la base ingénieur en réseau et sécurité informatique. Donc, j'ai une expérience d'environ 13 ans dans le domaine, une partie en réseau informatique, mais une grande partie en cybersécurité. Donc, travaillé comme analyste des menaces de cybersécurité pour IBM pendant quelques années. Et j'ai travaillé en France comme consultant en stratégie de cybersécurité pendant un moment. Mais très tôt, je me suis donc intéressé aux problématiques d'enjeux dans le cyberespace, notamment dans le cyberespace africain. Donc, c'est à cet effet que j'ai créé le LAC, donc Laboratoire africain de recherche en cyberstratégie, qui se veut un think tank qui réfléchit donc sur les problématiques d'enjeux de demain dans le cyberespace africain. Donc, l'idée étant que j'ai remarqué que dans le traitement des problématiques de sécurité informatique, on va en reparler, on a toujours un axe basé sur la cybersécurité au sens de mettre en place des dispositifs de protection. Donc, rarement on se pose la question des enjeux, des différents acteurs, de la dimension stratégique du cyberespace et des implications que ça peut avoir pour le fonctionnement de nos États. Donc, c'est une question qui m'a intéressé très tôt.
raison pour laquelle j'avais déjà rédigé un premier ouvrage intitulé Souveraineté numérique et cyberdéfense, un enjeu de taille pour l'Afrique. Raison pour laquelle j'ai créé le LAC de l'indiqué, raison pour laquelle j'ai un peu enseigné euh, cette problématique-là au niveau de l'école politique africaine pour toujours dans un but de sensibiliser les différents acteurs sur cette dimension enjeu stratégique qu'il faut prendre en compte. Donc aujourd'hui, je suis basé au Cameroun. Je suis promoteur d'une entreprise ici qui travaille aussi dans la cybersécurité opérationnelle, mais dans d'autres domaines de l'informatique. Et donc, je continue par ailleurs mes recherches au niveau du lab pour continuer à analyser cette problématique-là et aller un peu plus en profondeur. Donc, je suis actuellement en train de terminer un ouvrage sur le concept de cyberstratégie africaine. Donc, comment le théoriser, comment créer, travailler sur les fondamentaux théoriques d'une cyberstratégie africaine en considérant le cyberespace comme un espace intellectuel. C'est-à-dire que si on parle de la terre, de la mer, de l'océan, etc., comme des domaines stratégiques, ailleurs désormais, on parle aussi du cyberespace comme un domaine stratégique, mais pas en Afrique. Donc, si c'est un domaine stratégique, un domaine considéré comme militaire, ça suppose qu'il doit avoir une stratégie appliquée à ce domaine. Et la stratégie se construit par les cultures stratégiques, par une pensée stratégique qui est parfois propre à un environnement. Donc, autant il existe déjà une littérature sur la cyberstratégie en Occident, en Chine, en Russie, autant il n'en existe pas en Afrique. Donc, l'idée, c'est de poser dans les fondements théoriques d'une pensée stratégique propre au cyberespace. Donc, voilà. Oui, très bien. Donc, sujet absolument fascinant et vraiment indispensable parce que, enfin, on en parlera, mais ça manque cruellement dans la pensée de nos chères élites ici en Afrique euh, qui, oui, soit ne sont pas conscientes ou alors préfèrent ne pas s'occuper de cela et laisser plutôt les Occidentaux nous dire, euh, nous dire comment enfin, gérer pour nous, en fait, tous ces aspects-là, ce qui relève effectivement de la colonisation. Alors justement, donc, nous colonisés, anciens colonisés, sommes tous familiers avec le processus de colonisation et ses ravages, ainsi qu'avec le phénomène de colonialité qui fait que nous, colonisés, et notamment nos élites, ben, on continue à se comporter comme des colonisés, même après la soi-disant indépendance. Hein, on retourne toujours chez nos anciens colonisateurs pour leur demander comment faire les choses en réalité pour nous. Hein, cependant, nous parlons rarement de la colonisation et de la colonialité du cyberespace. Or, le cyberespace est une grande partie de notre vie dorénavant, surtout les jeunes générations en fait, qui sont nées quasiment avec un smartphone et un ordinateur entre les mains et qui rapidement ouvrent des comptes Facebook, etc., Instagram et tout. Donc, une grande partie de leur vie, en fait, se trouve ben, sur des serveurs essentiellement détenus par des entreprises occidentales. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est le cyberespace et comment vous abordez dans votre ouvrage cette cybercolonisation donc qui va concerner les données ben, des Africaines et des Africains et puis les canaux de transmission de toutes ces données-là? Oui, tout à fait. Effectivement, mon premier constat par lequel j'aborde cette question, c'est la problématique du cyberespace comme objet d'étude scientifique. C'est-à-dire qu'en gros, je pense que notre déficit de pensée stratégique dans le cyberespace vient du fait qu'on n'a jamais pris le temps de bien définir ce que c'était. Donc, effectivement, le cyberespace a une genèse plus ou moins liée à celle d'Internet. Donc, on peut partir du début des années 69 lorsqu'on commence à parler d'ARPANET, mais l'expression même cyberespace vient d'un roman intitulé Neuromancer, donc qui a été rédigé par William Gibson à l'époque et qui décrivait un peu un environnement plutôt fantasque, virtuel, où il pourrait y avoir des interconnexions entre différentes personnes. Mais lui-même euh, indique que l'inspiration pour créer ce thème, ce mot cyberespace, vient de la cybernétique. Donc, cybernétique qui est un concept mathématique bien connu, qu'on attribue en premier au français André Marie, dans les années, André Marie Ampère, je crois, dans les années 1834, mais qui a été très popularisé par Norbert Wiener, qui a rédigé un ouvrage éponyme sur sur cette question. Bon, maintenant, il y a des origines
enfin, il y a des définitions en fonction des origines, c'est-à-dire que la cybernétique aurait l'étymologie, viendrait du grec kybernétikes, qui peut signifier le gouvernail ou bien l'art de gouverner. Donc, partant de là, la terminologie a un peu évolué, puisque c'était au début des années 90, quand on était déjà dans le développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication, et que les grands systèmes informatiques commençaient à se mettre en place, le début de l'avènement d'Internet, etc., que le thème cyberespace est donc revenu dans le langage commun, parce que c'est un thème connu des spécialistes, notamment ceux qui étaient dans ce qu'on appelait le mouvement cyberpunk à l'époque, donc une minorité de personnes très spécialisées. Mais le thème a repris du poil de la bête, notamment par un groupe, euh, un groupe de travail créé aux États-Unis, je crois dans les années 90, je crois 95, où il a été demandé à ce groupe de travail de réfléchir sur la protection des infrastructures critiques des États-Unis. Et donc, parmi les infrastructures critiques, c'est la première fois que le thème cyberespace a été donc réutilisé d'un point de vue officiel pour déterminer, pour indiquer tout l'ensemble des systèmes informatiques interconnectés des États-Unis. Donc, qui était considéré en ce moment-là désormais comme une infrastructure critique. Donc, au début des années 2000, ce thème est devenu populaire dans le discours public, utilisé donc par des dirigeants pour désormais indiquer, si vous voulez, ils considéraient donc par cyberespace un espace qu'il faut délimiter, protéger, et sur lequel il faut exercer une forme de contrôle. Je ne parlais pas encore de souveraineté, mais de contrôle. Donc, c'est en ce sens que le cyberespace commence à devenir un objet géopolitique en ce sens, quoi. C'est-à-dire que les pouvoirs publics, les dirigeants publics commençaient à indiquer que c'était un espace qui devenait un peu trop anarchique, donc il fallait contrôler, délimiter, etc. Donc, à partir de là, on a commencé à avoir des mouvements liés à la fois à Internet et ce qu'on appelait donc cyberespace, avec pas mal de déclinaisons en termes de vocabulaire, parler de cybercafé, cyberattaque, donc tout ce qui était désormais lié à ce qu'on considère toujours comme un environnement virtuel donc connecté, on lui ajoutait le préfixe cyber. Cependant, plusieurs centres d'études se sont donc penchés sur la question et ont commencé à s'interroger, à se questionner sur ce que c'est effectivement. Donc, au début, on a toujours une approche un peu technique, c'est-à-dire qu'on beaucoup considèrent encore le cyberespace soit comme un espace virtuel où on peut s'échanger de l'information, soit à la fois comme un espace virtuel et physique, dont en intégrant bien les aspects physiques du cyberespace comme les centres de données, les câbles, etc. Mais surtout comme un espace dans lequel il faut avoir une forme de contrôle adossée sur sa propre perception du monde. Donc, c'est pour ça qu'on parle aussi du cyberespace comme un espace d'abord comme un espace de représentation. En fait, on se rend compte qu'il n'y a pas une définition standard du cyberespace. C'est-à-dire que chaque, disons, comment dire, chaque pays, chaque puissance ou bien chaque groupe de pays projette sa propre perception du monde dans ce qui pourrait être, dans ce qu'est le cyberespace et comment est-ce qu'eux, ils l'entrevoient en réalité. Donc, il n'y a pas une définition standard qui nous dirait voici exactement ce que c'est que le cyberespace pour tout le monde. C'est une question de représentation. Du coup, pour échapper à cette contrainte, il y a quand même une structuration du cyberespace en plusieurs couches. C'est-à-dire que cette approche par structuration permet d'avoir un consensus sur comment est-ce qu'on peut le décrire. Donc, le cyberespace, l'approche par structuration la plus répandue, c'est une structuration en trois couches. Donc, une couche physique où on a bien tous les éléments physiques qui participent au cyberespace, notamment les téléphones, les ordinateurs, les centres de données, les câbles, les satellites, etc. Tout ce qu'on peut voir physiquement et qui participe de la connectivité dans le cyberespace. On a ensuite une couche logique qui est la couche dite purement informatique au niveau de laquelle les protocoles d'interconnexion sont déployés, au niveau de laquelle les plateformes existent réellement, au niveau de laquelle le code agit. Donc, c'est au niveau de la couche logique qu'on déploie le code qui régit l'interconnexion entre les différents éléments physiques. Et ensuite, on a donc la couche informationnelle, dite aussi psychocognitive,
oui, j'ai dit couche informationnelle, où l'information est perçue par les différents utilisateurs et donc où on peut agir pour influencer les utilisateurs. Donc, c'est la couche à laquelle on perçoit l'information telle elle est véhiculée par l'émetteur de l'information en réalité. Donc, c'est ça la couche informationnelle. Et effectivement, c'est au niveau de cette couche qu'on peut donc enfin, quand on reçoit du contenu, de la façon dont les émetteurs l'ont structuré, je crois l'avoir déjà indiqué effectivement. Donc voilà les trois couches à partir desquelles on peut euh, décrire la structuration du cyberespace tel qu'on le voit aujourd'hui. Maintenant, ces trois couches, donc, à chacune d'elles, a des contraintes à la fois technologiques, réglementaires, etc., sur lesquelles il est important d'avoir de la maîtrise ou du contrôle pour se dire qu'on a effectivement une souveraineté numérique en soi. C'est-à-dire que c'est au niveau des différentes couches que les leviers de souveraineté peuvent être déployés ou pas. Donc, quand on se pose la question de la cybercolonisation, effectivement, c'est quels sont les différents éléments que nous contrôlons sur chaque couche. Autrement dit, sur la couche physique, est-ce que si on parle des canaux de communication dans les câbles, est-ce que si on parle des centres de données, est-ce que si on parle de la fabrication des terminaux, on peut estimer qu'on a de l'autonomie sur ces éléments? La question est non. Quand on parle de la couche logique en termes de code, en termes de logiciel, en termes de protocole, est-ce que nous maîtrisons, nous contrôlons les plateformes? Aujourd'hui, les plateformes les plus utilisées dans le monde, Google, Facebook, etc., ils sont propriétaires de leur code. Ce sont les plateformes qu'on utilise le plus au quotidien sans avoir aucun contrôle là-dessus. Donc, la question de la colonisation, de la dépendance dans le cyberespace peut donc se poser par cette approche en couche, en se posant la question à chaque fois, est-ce qu'on a le contrôle sur les éléments qui constituent chacune des couches? Même en termes de contenu, vous voyez très bien que la plupart des contenus consommés par les Africains ne sont pas produits par eux. Autrement dit, bon, il y a des rapports qui l'attestent, c'est pas moi qui le dis d'ailleurs, beaucoup d'Africains sont sujets à possibilité de propagande et de manipulation, notamment parce que ceux qui ont la maîtrise de ces couches-là savent comment produire de l'information qui peut influer des comportements. Donc, c'est en se posant cette question-là qu'on se dit effectivement qu'il y a une problématique de colonisation dans le cyberespace, notamment parce que ce sont des acteurs étrangers qui ont le contrôle des différents éléments qui conditionnent en fait notre quotidien en quelque sorte. Donc voilà un peu comment est-ce qu'on a abordé la question du cyberespace et de la colonisation dans le cyberespace. Oui, alors c'est un excellent cadre d'analyse que vous avez mis en place. En tout cas, je l'ai beaucoup apprécié en lisant l'ouvrage. Et effectivement, donc, on voit bien qu'en analysant les choses de près, c'est vrai que l'Afrique, à ce stade, contrôle très peu de choses concernant le cyberespace. Alors justement, dans votre ouvrage, vous avez décliné la cybercolonisation en trois catégories. L'axe technologique et infrastructurel que vous venez de nous expliquer. Il y a aussi l'axe économique et financier et l'axe normatif et réglementaire. Alors pour les axes économiques, financiers et normatifs et réglementaires, pourquoi est-ce que l'Afrique serait en état de cybercolonisation selon ces axes-là? Bon, pour être plus précis, pour que le professeur de Nascimento ne me tape pas sur les doigts, ces axes sont plutôt des axes de dépendance. Maintenant, on se pose la question, est-ce que dans ce cas, c'est un usage pertinent de l'expression cybercolonisation ou pas? Mais au moins, ces différents axes indiqués, ce sont des axes sur lesquels on est certainement dépendant. Donc, effectivement, j'ai parlé de l'axe technologique et infrastructurel, où il est aisé de constater que la plupart des technologies au sens physique, notamment les terminaux, notamment la fabrication des câbles ou bien la possession des câbles, on peut ne pas les fabriquer, mais on est quand même propriétaire, au terme de satellites, etc. Ce sont les éléments sur lesquels nous n'avons pas la maîtrise technologique. Donc, la plupart des téléphones que nous utilisons sont achetés à l'étranger, les ordinateurs, les serveurs, etc. Les équipements de réseau comme les routeurs, les commutateurs, tout ce qui contribue
à créer un réseau de communication. Pour l'instant, nous n'en sommes pas protagonistes au sens de fabricants ou de propriétaires d'une technologie dans ce sens. Donc ça, c'est une vraie dépendance technologique qui existe, infrastructurelle au sens aussi où les technologies de connectivité telles que la 5G, les câbles à fibre optique, même les câbles à cuivre, en fait, c'est-à-dire que les câbles qu'on utilise dans les réseaux locaux, on ne les fabrique pas, on les importe toujours. Donc, au lieu d'aller voir l'interconnexion, les câbles sous-marins, même les câbles locaux, là, on ne les fabrique pas vraiment. Donc, ce qui est une vraie problématique. Il existe des consortiums constitués par des grands groupes étrangers, on peut citer les GAFAM, mais d'autres groupes aussi, qui possèdent les câbles qui desservent l'Afrique. Autrement dit, comme nous ne sommes pas majoritaires dans ces consortiums, parce qu'il y a quand même des opérateurs africains qui participent à ces consortiums, et comme nous ne sommes pas majoritaires, en réalité, en cas de différend avec des États ayant des intérêts dans ces consortiums, on peut tout à fait être privé de connectivité sur le continent. Donc, on dépend des acteurs externes pour ces éléments-là. Donc, après, oui, on a l'axe économique et financier. Vous allez voir qu'il y a une foison de start-up africaines aujourd'hui sur le continent. Ce qu'on ne dit pas souvent, c'est que beaucoup sont financés par des fonds venant de l'extérieur, soit par des GAFAM, soit par d'autres fonds qui sont des fonds étrangers. Les Africains eux-mêmes ne financent pas beaucoup leurs start-up. Autrement dit, la valeur produite est tout à fait expatriée puisque ces fonds ne le font pas par charité. Donc, vous allez voir qu'en Afrique, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle des tech hubs, donc des incubateurs de startups qui sont créés, mais les plus influents sont créés et financés par des GAFAM. Donc, il y a des ONG qui financent des projets dans le domaine du digital en Afrique, mais ces ONG, une fois de plus, sont avec des financements étrangers. Donc, de ce point de vue-là, on n'a pas la maîtrise sur l'axe économique et financier non plus, puisque les fonds venant de l'étranger, la valeur produite, la plupart du temps, retourne dans les pays d'origine de ces fonds-là. Donc, ça, c'est un vrai problème sur lequel on a encore une dépendance aujourd'hui. En termes de pourcentage, je n'ai plus les chiffres les plus récents en tête, mais c'était de l'ordre de pratiquement 80%. Donc, c'est un vrai problème. Donc, voilà, on a une dépendance de ce point de vue parce que ce n'est pas nous-mêmes qui finançons les initiatives locales. Du coup, les initiatives les plus pertinentes qui devraient concourir à notre autonomie ne sont pas financées, puisque ces initiatives existent. Il y a des gens qui veulent travailler sur des projets, justement, de création d'un système d'exploitation purement africain. Ceux-là ne trouvent pas les fonds, puisque ce n'est pas intéressant pour ceux qui veulent qu'on reste dépendant. Il y a des gens qui travaillent sur ce type de projet et qui ne réussissent pas à trouver le financement. Donc, voilà. Maintenant, sur l'axe normatif et réglementaire, là encore, vous savez que l'interconnexion entre différents systèmes fonctionne sur la base des normes et des protocoles. Donc, ces protocoles-là sont déterminés par des groupes, notamment des groupes d'experts ou des groupes d'opérateurs, dont les plus influents sont toujours ceux qui finissent par édicter la norme qui va être utilisée par les autres. Donc, de ce point de vue, comme nous ne sommes pas ni présents dans certains groupes, ni influents dans ceux où on peut être présent, on n'a jamais vraiment notre mot à dire sur les normes que nous employons en termes d'outils informatiques. Puisque quel type de prise il faut utiliser, quel code de couleur il faut pour sortir des câbles, etc. Tout ça, ce sont des conventions, des normes décidées par ceux qui, après, ont déjà des entreprises qui produisent ce type de matériel en réalité. Donc, c'est un peu lié avec le domaine financier d'ailleurs, parce que la norme permet de garantir l'industrie des pays qui ont le plus d'influence, parce qu'ils ont des brevets pour fabriquer le matériel selon ces normes, notamment le MIFI, A, G, D, je ne sais pas quoi. Des pays qui ont réfléchi sur l'autonomie dès le début, ils utilisent des normes différentes et en Chine, ils ne s'embêtent pas pour créer leurs propres normes et les utiliser. Ce qu'on devrait être capable de faire parce qu'on a le marché pour, puisque l'Afrique, c'est quand même plus d'1 milliard d'habitants. Donc, en termes de marché interne, on a suffisamment de quoi faire de ce point de vue-là. En termes de réglementation aussi, il faut savoir que chaque plateforme que nous utilisons en ligne, en fait, a sa propre source de droit auquel nous sommes soumis. Et qu'en réalité, si vous avez un problème sur Facebook, il est très difficile que vous puissiez le trancher en local, quoi. Donc, si c'est le problème et avec Facebook, ils vont tout à fait vous référer à
au tribunal de leur maison mère, qui est donc aux États-Unis. Vous jouerez sur leur terrain et vous n'avez pas effectivement la capacité dans ce terrain-là d'avoir les moyens d'avoir gain de cause en réalité. Mais ça va plus loin que ça. C'est-à-dire que les États-Unis, comme ils sont dominants dans ce domaine avec des plateformes qui sont mondialisées, ils ont créé des cadres juridiques qui leur permettent d'agir même en dehors de leur territoire. C'est ce que les spécialistes décrivent aujourd'hui comme étant le principe des territorialité des États-Unis, notamment avec des codes comme le Cloud Act ou le Patriot Act, qui sont des lois fédérales qui autorisent le gouvernement états-unien ou bien américain à réquisitionner les données traitées par leurs opérateurs où qu'ils soient dans le monde. C'est des choses qu'on voit rarement, c'est-à-dire que, en fait, qu'on le voit nulle part ailleurs, c'est-à-dire c'est parce que c'est une puissance qu'elle peut se permettre en réalité de déployer ce type d'outils. Et donc, nous sommes, même en étant dans notre pays, assujettis à ce type d'outils parce qu'on travaille avec ces opérateurs-là. Donc, voilà un peu comment, sur les trois axes, on peut indiquer les points de dépendance sur lesquels il est important de travailler. J'ajoute aujourd'hui un point qui peut être un peu polémique, mais qui me semble aller dans le même sens. C'est le RGPD, c'est-à-dire que aujourd'hui, beaucoup de pays africains adoptent le RGPD sans vraiment le toiletter, sans le customiser, alors qu'il n'a pas été conçu pour notre environnement. Et alors que d'ailleurs, à son origine, il répondait à cette problématique d'extraterritorialité du droit américain et notamment des révélations de Snowden qui indiquaient bien comment ces opérateurs se comportaient en dehors du territoire américain. Donc, c'était pour protéger l'Europe contre ça un peu. Mais aujourd'hui, ce règlement est adopté par l'Afrique sans avoir pensé sa stratégie en amont, sans avoir déterminé ce qu'on souhaite protéger effectivement en amont. Donc, ce n'est pas juste une réglementation pour protéger les données personnelles en réalité. Ça avait une autre finalité, beaucoup plus stratégique que cela, qui n'est pas la nôtre. Donc, quelle est notre finalité stratégique et pourquoi est-ce qu'on devrait adopter ce règlement? Je me pose la question et peut-être qu'à la fin, il serait pertinent de l'adopter, mais au moins, il est important de se poser la question. De toute façon, l'adopter sans le toiletter constitue un autre point de dépendance parce qu'on s'arrime à une réglementation qui n'émane pas de notre propre réalité, de nos propres besoins. Donc, voilà un peu les actes de dépendance dont on pouvait parler. Enfin, l'état des lieux est assez triste et assez inquiétant, euh, notamment en vue du contexte actuel, enfin, géopolitique international actuel. Mais par exemple, effectivement, pour le côté infrastructure, euh, la situation s'améliore sûrement, mais par exemple, la communication d'un pays d'Afrique vers un autre, en fait, se passe souvent ça s'appelle des hubs, je crois, aux États-Unis ou en Europe, ce qui n'a aucun sens en fait. Et du coup, voilà, donc en fait, c'est un non-sens. Hein, on est en train de passer par, je sais pas, New York ou Paris ou autre pour communiquer, je sais pas, entre le Sénégal et puis le Cameroun. Est-ce que c'est un peu ça la situation actuelle de l'infrastructure de l'Internet en Afrique? Oui, oui, effectivement. En réalité, il y a deux projets de l'Union africaine qui visait à pallier un peu à ça, au moins pour la communication terrestre. Donc, il y avait le projet UMODIANET et URUNET. Donc, UMODIANET, entendu comme le réseau d'interconnexion intra-africaine qui devait connecter les différents pays par fibre optique, qui est en cours depuis quelques années, mais qui est, je crois, aujourd'hui estimé à 40% de réalisation. Bon, il y a quand même des câbles à fibre optique qui sont toujours passés entre pays. On a inauguré un récemment, je crois, entre la Guinée et le Cameroun, c'est la S, je sais plus, mais il y a des câbles inter-pays qui sont inaugurés régulièrement, mais vraiment à un rythme un peu lent, quoi, par rapport au projet initial et à sa réalisation. Donc, et puis, il y a donc le réseau d'interconnexion entre l'Afrique et les autres continents. Donc, étant donné que le réseau interne, donc l'interconnexion entre différents pays n'est pas encore abouti, oui, effectivement, aujourd'hui, pour beaucoup de pays, pour communiquer, l'information sort du continent avant de revenir en fonction de quelle fibre sous-marine sur laquelle on est connecté, etc., en fonction du routage, donc un ensemble d'éléments techniques. Mais ce sont des faits. Je crois qu'il y a une cartographie qui le montre très bien. Ouais,
à représenter à d'autres occasions, mais vous voyez bien que le trafic est obligé de sortir du pays, contourné par les opérateurs étrangers, avant de revenir par une autre fibre optique qui dessert notre pays, ce qui, vous avez raison de le souligner, est une vraie aberration. Il y a un projet de ce qu'on appelle les IPX également, Internet.exchange, c'est-à-dire que ce sont des points d'agrégation, d'interconnexion des différents opérateurs entre différents pays aussi. Donc, il y a une organisation africaine donc, c'est plutôt des associations qui sont en place aujourd'hui pour essayer d'interconnecter les différents IPX entre pays, ce qui effectivement densifierait l'interconnectivité, c'est-à-dire que puisque ce sont des points qui agrègent l'interconnexion des différents opérateurs déjà dans le même pays, s'ils étaient interconnectés entre différents pays, ça permettrait que tous ces opérateurs dans ces différents pays soient connectés entre eux, etc. Donc, ce sont des projets qui sont très lents à mettre en œuvre parce que ça demande des moyens, parce que parfois c'est contre l'intérêt des opérateurs qui souhaitent que l'information continue à transiter ailleurs puisqu'on paye les frais de passage, il faut le savoir, et que ces opérateurs dominants ne sont pas locaux. Donc, vous voyez bien que là encore, il y a des enjeux qui sont tout à fait perceptibles pour pouvoir soit freiner, soit accélérer ce type de projet. Mais c'est la situation actuelle, effectivement. Oui, oui, effectivement. Donc, non seulement on perd en souveraineté en passant comme ça à nos données par d'autres entités, notamment nos anciens colonisateurs, qui n'ont sûrement pas de bonnes intentions à notre rencontre toujours. Mais en plus, on les paye effectivement, hein. On est vraiment dans ce modèle où, en fait, c'est les Africains qui subventionnent leurs anciens colonisateurs qui les ont déjà suffisamment pillés jusque-là. Donc, effectivement, Tout à fait, ça a un coût. Ça a un coût. Effectivement, c'est pour ça qu'on parle à certains endroits de continuer à financer notre dépendance en réalité, parce qu'il y a des choix qui, en continuant à les maintenant, ne peut que continuer à financer, donc à donner les moyens à ceux qui nous maintiennent à la dépendance de pouvoir le faire durablement en réalité. Donc oui, ça c'est un des exemples. Oui, on renforce effectivement leur modèle économique. Alors justement, concernant l'axe économique et financier, oui, comme vous le soulignez, enfin, ces géants, ces GAFAM et autres géants de l'Internet européen et autres, effectivement, s'ils financent des infrastructures des cyberinfrastructures en Afrique, c'est pour répondre à leurs propres intérêts et sûrement pas celui des Africains, alors que ça devrait être des projets qui relèvent du service public des Africains pour les Africains et dans leur intérêt. Alors que là, en fait, on imagine que c'est des business models qui sont orientés sur notamment l'exploitation des données des Africains au maximum. Et peut-être même, on en parlera un petit peu après, l'espionnage comment dire, enfin, des Africaines et des Africains, et notamment de leurs leaders, pour avoir un avantage géopolitique à ce niveau-là. Et pour le côté réglementaire, oui, on est vraiment voilà, dans la colonialité, c'est-à-dire nos élites, plutôt que de créer des réglementations spécifiques, vont aller copier ce que fait l'Union européenne, donc le RGPD, Règlement général pour la protection des données, qui a été conçu effectivement pour l'Union européenne, pour protéger les résidents de l'Union européenne, mais qui n'est pas du tout adapté aux pays africains, parce que l'Union européenne étant un marché énorme et qui a le pouvoir, l'Union européenne, pour imposer des sanctions, par exemple, en cas de violation, ce n'est pas du tout le cas de tel ou tel pays africain. Et au niveau de l'Union africaine, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment une union au point que des sanctions seraient émises en cas de violation envers, je sais pas, Google ou Facebook ou d'autres enfin, délinquants multirécidivistes, hein, parce que ces entreprises sont régulièrement mises à l'amende aux États-Unis et en Union européenne. Donc oui, effectivement, totalement inadapté là aussi. Hein, on est dans le suivisme, nos élites sont dans le suivisme voilà, bête vis-à-vis de ce que font nos anciens colonisateurs, donc l'Union européenne notamment. Alors, pour ne pas parler de menaces un peu abstraites, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets qui montrent les conséquences enfin déjà des cas réels qui ont été démontrés
qui relèvent ben, de l'espionnage, en tout cas de l'absence ou de la perte de souveraineté des pays africains. Qu'est-ce que vous pouvez nous citer comme événement qui démontre à ce niveau-là les conséquences de cette dépendance des Africains par rapport à nos anciens colonisateurs? Qu'est-ce qu'on peut citer? Bon, on peut citer le cas du siège de l'Union africaine, hein, qui, en 2017, a fait... bon, l'attaque n'a pas commencé en 2017, mais il y a eu des révélations en 2017 indiquant que depuis la livraison du siège, puisqu'il avait été livré euh, par Pékin, par la Chine, on faisait état de ce qu'il y avait régulièrement des exfiltrations de données à partir enfin, pendant toute la nuit, quoi, du siège de l'Union africaine vers des serveurs situés à Shanghai. Et il y a eu des investigations qui ont effectivement démontré, même si ça n'a pas été jusqu'à aujourd'hui reconnu officiellement ni par la Chine ni par l'Union européenne, mais il y a pas mal de rapports qui font état de ce qu'effectivement le siège de l'Union européenne, de l'Union africaine, pardon, était bien évidemment espionné par des capteurs qui ont été intégrés dans les équipements déployés, y compris même dans des équipements de vidéoconférence en dehors des serveurs, c'est-à-dire que même les communications audio étaient écoutées, etc. Donc, ça, c'est un cas qui a largement été relayé par la presse entre 2017 et jusqu'à aujourd'hui, reconnu comme tel, puisque ça fait partie des cas la plupart du temps étudiés. Mais il y a aussi un rapport que je trouve dont on ne parle pas beaucoup, rapport de la fondation Heritage Foundation, une fondation américaine, qui fait état de ce que environ 186 bâtiments offerts par la Chine aux nations africaines, bâtiments de différentes natures, y compris des bâtiments, je veux dire des bâtiments connectés, y compris des bâtiments pour les forces de l'ordre et de sécurité, bâtiments pour des présidences, etc., qui ont été construits et offerts par la Chine. Donc, ils ont dénombré environ 186 bâtiments qui faisaient l'objet d'écoute et d'espionnage de ce point de vue-là. Et effectivement, oui, la question de l'intérêt de prendre au sérieux un rapport commis par les Occidentaux se pose, mais sur la base des conclusions et surtout comment dirais-je, des preuves techniques fournies par le rapport, mais quand même, il serait quand même intéressant, voire indispensable de se pencher sur la question et de la creuser un peu. Maintenant, quand on l'observe, on voit bien que pour les bâtiments cités, effectivement, l'ensemble, les opérateurs utilisés sont les opérateurs chinois, les équipements utilisés sont les leurs, les outils d'interconnexion sont les leurs, etc. Donc, ce n'est pas anodin de penser qu'ils ont la possibilité de déployer des dispositifs de cyberespionnage sans on ait la capacité aujourd'hui de les détecter puisqu'ils sont propriétaires de l'ensemble des technologies déployées. Donc, il y a une vraie problématique de ce point de vue-là. Mais oui, j'avais cité le cas de l'Union africaine avant ça, mais surtout les révélations d'Edward Snowden nous ont donné suffisamment de matière pour comprendre à quel point pas mal d'États, pas seulement africains, mais les États africains aussi, étaient concernés par les différentes opérations menées, soit par la NSA, ou par d'autres organisations euh, techniques de renseignement occidentaux, donc comme le dit GHQ de l'Angleterre ou bien même la DGE de la France en fait. C'est-à-dire que quel que soit le pays occidental concerné, on pouvait trouver dans les révélations de Snowden au moins un exemple euh, d'outils ou de logiciels ou de cas de cyberespionnage qu'ils ont déployés sur le continent en fonction des intérêts de chacun, bien évidemment. Si on parle par exemple du logiciel Baba, euh, c'est Baba, je crois, oui, qui est un programme d'espionnage décrit par Snowden, les documents que j'ai eu possibilité de consulter puisque ça a été rendu public par le journal Le Monde à l'époque et d'autres journaux d'ailleurs. Donc, qui montrent clairement comment était déployé un logiciel euh, d'espionnage dans plusieurs pays africains, notamment la Côte d'Ivoire,
par exemple, qui étaient concernés par ce logiciel-là, notamment l'Algérie, où on fait état des captures d'informations qui ont été remontées à partir de ces implants, parce qu'en fait, ce sont des implants qui sont déployés dans des ordinateurs sur ces pays-là, qui permettent de remonter de l'information avec des techniques totales, c'est-à-dire que quel que soit ce que vous saisissez sur l'ordinateur, le logiciel peut le capter et le remonter vers un serveur qui permet au commanditaire de consulter et d'obtenir de l'information stratégique. Et notamment, ça a été, enfin, les révélations indiquent que ça a été déployé au plus haut niveau dans ces pays-là, notamment au niveau des acteurs importants du plan politique, économique, etc. Donc, d'autres révélations faisaient état notamment d'une écoute massive des, des acteurs d'intérêt sur le continent africain. Pas d'acteurs d'intérêt parce que ce n'était pas que des acteurs politiques, il y avait bien des acteurs économiques, il y avait des diplomates, il y avait des acteurs des renseignements, des militaires, etc., des chefs d'État carrément, des chefs de gouvernement que nous citons dans le livre, mais qui font partie des documents révélés par Snowden. On n'invente rien de ce point de vue-là, qui montrent bien que des opérations de cyberespionnage ont été déployées par différents États sur le continent. Il y a le cas de la NSA, mais il y a aussi le cas de la DGE française qui est cité, notamment pour la possibilité d'écouter les câbles sous-marins à fibre optique qui desservent l'Afrique et qui sont opérés par l'opérateur historique français. Puisque on montre d'ailleurs qu'il y a des lois de programmation militaire qui leur donnaient le droit de le faire. Donc, voilà, c'est des cas pratiques. Maintenant, avec des conséquences politiques et géopolitiques sur lesquelles on peut spéculer parce qu'il n'y a pas de lien direct. C'est-à-dire que, par exemple, dans le cas du programme Baba en Côte d'Ivoire, c'était au moment où la contestation électorale avait cours entre l'ancien président Laurent Gbagbo et le président Alassane Ouattara actuel. Donc, il y a des moyens de voir des liens entre ces différents événements, mais sur le plan purement technique, on peut situer dans cette période-là. Donc, voilà, maintenant, les interprétations qu'on en tire, c'est encore autre chose, d'autres types d'analyses. Donc, pour les câbles à fibre optique, on sait que Orange opère plusieurs câbles qui desservent l'Afrique, notamment le câble ACE, le câble SAT3, le projet Joliba, etc. Donc, c'est un opérateur bien présent sur le continent. Et si effectivement les services de renseignement extérieur français ont la possibilité de requérir de l'information de façon ponctuelle à l'opérateur et qu'il a l'obligation de le leur donner, bon, on peut penser qu'en cas de différend entre cet opérateur et un État où il opère, on est quand même exposé de ce point de vue-là. Donc, voilà, il y a différents cas comme ça qui montrent bien cet état de dépendance, mais oui, rien que sur ces éléments révélés par Snowden, sur le cas de l'Union africaine, sur le rapport de Foundation Heritage dont je vais parler, il y a un autre rapport d'une autre entreprise américaine qui s'appelle Recorded Future, mais qui met toujours en cause la Chine, ce qu'on peut comprendre puisque c'est un rival géopolitique, et qui ne nous abstient pas de regarder de près ce qui se passe et de tirer nos propres conclusions sur la base des éléments fournis. Et il y a bien des preuves techniques de ce qui est avancé. Donc, voilà, il y a pas mal d'éléments comme ça qui permettent de bien confirmer par des incidents connus cet état de dépendance-là. C'est assez dramatique. Justement, le fait que les données d'un pays africain passent en grande partie par des hubs aux États-Unis ou en Europe, en fait, ces derniers, pour espionner le pays en question, c'est très simple pour eux. Ils n'ont qu'à placer une écoute sur leur hub. Et puis là, ils auront accès à une grande partie du trafic du pays. Donc là, potentiellement, c'est des millions, des dizaines de millions d'utilisateurs, enfin les données de millions, dizaines de millions d'utilisateurs à chaque fois. Alors que si on avait un réseau intra-africain de l'Internet, ça serait beaucoup plus compliqué parce qu'il faudrait vraiment qu'ils placent leur écoute sur ce réseau-là en question, n'est-ce pas?
Ça simplifie beaucoup ces opérations d'espionnage pour ces pays occidentaux, le fait qu'on soit obligé de passer encore par leurs infrastructures. Oui, tout à fait. Ça, en fait, Snowden nous dit que ce n'est pas une hypothèse, ils écoutent. C'est-à-dire que nous, on dit qu'ils pourraient écouter, mais lui nous dit, écoutez, eux, ils écoutent, quoi. Au quotidien, il y a des gens dont c'est le métier de capter ces informations sur la base des boucles, etc. et d'écouter, en réalité. Bon, oui, un réseau intra-africain limiterait, mais est-ce que ça éliminerait complètement le risque? Même pas sûr, parce que aujourd'hui encore, on ne possède pas la technologie, au sens où, même si on devrait déployer un réseau intra-africain, ce serait sur des fibres qu'on n'a pas fabriquées, sur des, je sais pas moi, des, comment dirais du matériel d'interconnexion entre les fibres qu'on n'a pas fabriquées. Donc, on pourrait bien avoir des implants matériels dans ces dispositifs-là que nous ne le saurions pas en réalité. C'est pour ça que dans les bâtiments fournis à l'Union africaine, il se passe ce qui se passe. C'est-à-dire que oui, le matériel est bien déployé en local, mais c'est du matériel avec des implants qui leur permet de toute façon d'avoir accès à distance et de continuer à écouter. Donc, le problème est un peu plus grave que ça. C'est-à-dire que la réflexion doit commencer à la base pour réfléchir sur une industrie, sur une base industrielle de sécurité et de défense qui prend en compte tous les maillons de la chaîne. Donc, il faut commencer par avoir une forme de contrôle, à défaut de pouvoir fabriquer aujourd'hui, au minimum d'avoir la capacité de pouvoir homologuer le matériel qu'on déploie. C'est-à-dire que on est des experts chargés, une fois le matériel recueilli, d'expertiser le matériel pour être sûr qu'il n'y a pas d'implant avant de le déployer dans un environnement critique. Je rappelle que Snowden nous indique aussi d'ailleurs que tout le matériel vendu venant des États-Unis vendu vers l'Afrique, la NSA l'a intercepté pour intégrer des implants. Hein. C'est Snowden qui nous le dit aussi. Donc, en gros, quand vous prenez un équipement sorti du carton, que vous le déployez dans un réseau critique, il est déjà un objet d'écoute, quoi. Il est déjà potentiellement, il permet déjà, si ces organisations le souhaitaient, de pouvoir capter de l'information. Donc, ça va jusqu'à ce niveau-là. Oui, et puis comme vous disiez tout à l'heure, c'est quelque chose d'officialisé aux États-Unis, en France aussi. Aux États-Unis avec le Cloud Act. Donc le Cloud Act, c'est un paquet de lois qui permet aux agences de renseignement états-uniennes, mais aussi aux services de police, enfin tout un tas de services, d'avoir accès aux données de n'importe qui à partir du moment où elles se trouvent sur des serveurs d'une entreprise états-unienne, peu importe où se trouvent ces serveurs dans le monde, n'est-ce pas? C'est ce que dit ce paquet de loi, le Cloud Act. Oui, oui, c'est bien ça. Là, ça parle bien des opérateurs d'hébergement de données. C'est-à-dire que si c'est un opérateur comme Amazon, Google, etc., qui hébergerait les données d'un tiers dans son propre pays, si les États-Unis le souhaitaient, le service de renseignement pourrait effectivement accéder à ces informations-là. Mais ce que je disais tout à l'heure, c'est encore autre chose. Je vous parle par exemple des, comment on appelle ça, des routeurs. Ce sont des équipements de cœur de réseau, des commutateurs, etc. Ils ne sont pas des équipements qui stockent des données, mais qui sont des équipements qui permettent l'interconnexion entre des différents points de communication dans le réseau en réalité. Ces équipements-là aussi, puisqu'on ne les fabrique pas, on les importe. Et en fait, effectivement, les services de renseignement, d'après Snowden, implanteraient, mettraient des implants dans ces équipements, des implants physiques, donc des portes dérobées en réalité, dans ces équipements-là, pour que à chaque fois qu'on les active dans un réseau ou qu'ils soient dans le monde, qu'ils puissent y avoir accès, soit à distance, soit par d'autres biais qui sont... En fait, ils ont tout un catalogue. J'ai consulté un des catalogues de la NSA qui décrit de façon précise comment chaque type d'équipement euh, peut être piraté à distance. Ou bien quel type d'implant ils ajoutent dans les équipements. J'ai retrouvé là-dedans des équipements que je déployais moi-même en tant que jeune ingénieur à l'époque, un peu partout, sans jamais me poser la question. Mais en fait, avant que ça n'arrive, que nous on sorte ça du carton, ça a déjà été retravaillé pour permettre un accès à distance en réalité. Donc, tout ce qui transite par l'équipement en question, puisque c'est un équipement actif du réseau, ils ont la capacité d'intercepter et bien de regarder le contenu. Oui, oui, c'est pour ça, comme vous le disiez, effectivement, il faut vraiment être souverain au niveau de toutes les couches, donc la couche physique, la couche logique, enfin, tout ce qui est infrastructure d'hébergement et d'interconnexion. Alors, justement, enfin, votre ouvrage sort à un moment intéressant parce que nous avons ce conflit en Ukraine qui est en réalité un conflit entre
les États-Unis et puis la Russie. Hein, c'est un moyen pour les États-Unis d'attaquer par proxy la Russie. Et donc, il y a eu, par exemple, un sabotage, un acte de sabotage international assez grave d'infrastructures majeures. Donc, c'est les gazoducs Nord Stream 1 et 2. Alors, très probablement par les États-Unis, hein, ils ne l'ont pas avoué, mais presque. Hein. On pourrait penser qu'il y a de fortes chances que ce soit eux. Alors, comment se compare un tel événement, un tel acte de sabotage, de terrorisme international, on pourrait dire, par rapport à son équivalent qui toucherait des infrastructures de l'Internet africain? Est-ce que c'est plus facile de créer autant de dégâts sur une cyber-infrastructure par rapport à une infrastructure de transport de l'énergie comme avec les gazoducs? Est-ce que c'est plus compliqué? Est-ce que les conséquences peuvent être encore plus graves? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce niveau-là? Oui, c'est plus facile, ça dépend en fait. Bon, puisqu'aujourd'hui, ceux qui possèdent de la technologie, ce sont les puissances, donc il y a les États-Unis, il y a la France, il y a la Grande-Bretagne, la Chine, etc. Pour poser un câble sous-marin, il faut disposer d'une certaine technologie, d'un certain savoir-faire, notamment en termes non seulement de bateaux, mais en termes de construction du câble lui-même, en termes de technique de pose. Donc, il n'y a que des États qui ont cette compétence-là qui peuvent réaliser ce type de sabotage. Maintenant, est-ce que ce serait dans leur intérêt de le faire? Moi, je dirais d'ailleurs, d'un point de vue stratégique, pas forcément, parce qu'ils ont d'autres moyens de perturber la connectivité sur le continent en réalité, et des moyens logiques. C'est-à-dire que autant dans le conflit dont vous avez fait état, il y avait la crainte que la Russie ayant les capacités pouvait saboter ce type de câble, parce que ce serait, comment dirais-je, un levier plus important que dans le cas de l'Afrique avec les pays occidentaux, parce que la Russie n'aurait pas d'autres moyens que cela pour perturber la connectivité en dehors des cyberattaques. Autant dans le cas de l'Afrique et des pays occidentaux, il existe d'autres leviers, puisque c'est eux qui possèdent les câbles, ils n'ont même pas besoin de les saboter. Ils ont la capacité, même légale, d'arrêter le fonctionnement du câble, en quelque sorte. Ils n'ont pas besoin d'aller quelque part saboter, ils peuvent, à une extrémité ou à une autre, sur des points de raccordement, tout simplement perturber. Mais pire que ça, ils n'ont pas besoin de toucher au câble, puisque en termes de connectivité, de connexion Internet sur le continent, par exemple, il y a un outil qu'on appelle le DNS, dispositif Domain Name System. En fait, il s'agit comment dirais-je, il s'agit d'un Un protocole annuaire. technique, oui, d'un annuaire qui permet de résoudre ce qu'on appelle les adresses IP à nom de domaine, etc. Donc, pour avoir une communication fluide sur Internet, dans un environnement, il faut ce qu'on appelle un domaine racine, c'est-à-dire que le domaine à partir duquel l'annuaire principal est créé, où toutes les correspondances sont renseignées pour qu'il puisse avoir une communication fluide. Aujourd'hui, l'Afrique ne dispose pas de nom de domaine racine, en quelque sorte, le serveur DNS racine. Autrement dit, les serveurs qui opèrent, qui desservent l'Afrique sont des copies des DNS racines existant ailleurs. Donc, si tout simplement sur les DNS racines, on partait, je sais pas moi, supprimer ou alors suspendre toutes les entrées qui vont en Afrique, bah, on serait plus capable d'ouvrir la moindre page en Afrique. Ils n'ont pas besoin de saboter le câble pour ça. Donc, ça, c'est pour les États-Unis, par exemple. La France peut-être prendrait d'autres mesures, mais dans le cas des États-Unis, je ne vois pas quel est leur intérêt stratégique à saboter le câble, car ils ont d'autres moyens beaucoup plus faciles. Je rappelle que la Chine et la Russie accusent les États-Unis de travailler depuis longtemps sur ce qu'ils appellent Internet Kill Switch, c'est-à-dire un bouton technique que les Américains seraient capables de déclencher à tout moment pour arrêter complètement Internet dans le monde entier. Raison pour laquelle la Chine et la Russie, je crois l'Iran aussi, ont travaillé sur une autonomie de connectivité dans leur pays pour ne pas être dépendant de ces contraintes extérieures-là venant d'un acteur d'un rival géopolitique en quelque sorte. Donc oui, nous sommes exposés à différents niveaux et pour atteindre la finalité que vous avez évoquée, je pense que saboter le câble n'est même pas l'option la plus pertinente parce que ce serait inutilement la plus coûteuse, quoi. Oui, ben, à bon entendeur, salut. Hein, on voit bien le degré de, comment dire, de vulnérabilité de l'Afrique. Et certainement que bon, nos élites, nos chères élites africaines le savent très bien. Et
On pourrait penser que c'est une des raisons qui les incite à être aussi obéissants vis-à-vis de l'Occident, parce que voilà, l'Occident a le contrôle sur tellement de choses qu'au final, ils ont intérêt à être doux et gentils avec lui, parce que sinon ils risquent d'avoir des conséquences fâcheuses pour leur propre carrière politique. Alors, quel est le niveau de prise de conscience des élites africaines, justement, sur ce sujet-là, cette vulnérabilité, cette importance du cyberespace, et quelles actions concrètes ont été menées jusque-là ou sont en cours de réalisation pour établir, oui, pas rétablir, parce que malheureusement, ça n'a jamais été le cas, pour établir une indépendance et une souveraineté de l'Afrique dans le cyberespace? Bon, je dirais qu'il y a une disparité dans la prise de conscience en fonction de là où on se situe. C'est-à-dire que d'abord, la majorité des décideurs politiques n'ont pas, de mon point de vue, peut-être que je me trompe, vraiment pris conscience de cette logique des enjeux. Je crois qu'aujourd'hui, ils sont plus sensibilisés sur ce que moi je considère comme étant la logique des usages. C'est-à-dire que ils sont encore aujourd'hui concentrés sur comment accélérer la transformation numérique dans notre pays et comment lutter contre la cybercriminalité. Donc, c'est pourquoi vous verrez ces derniers temps beaucoup parler plus de lutte contre les cybercriminels. Parfois, ça entend plutôt des petits criminels, des petits délinquants qui ont transposé certaines techniques dans le cyberespace, voire sur les réseaux sociaux. Mais la logique des enjeux, donc rapport de force entre différents États, différentes puissances, n'est malheureusement pas encore prise en compte par les décideurs politiques africains. En témoignent les différents documents de stratégie de transformation numérique qui sortent à chaque fois, en fait. Le dernier document de l'Union africaine, par exemple, transformation numérique, la stratégie de transformation numérique à l'horizon 2030, ne mentionne pas, ne fait pas de définition du cyberespace, ne mentionne pas la cyberdéfense, ne mentionne à aucun moment la prise en compte de ces enjeux-là, de ce rapport de force avec d'autres États. On est concentré sur la partie lutte contre la cybercriminalité, entendu ici comme des délinquants qui désormais opèrent via le cyberespace pour réaliser leur forfait. Donc, on parle de piratage de cartes de crédit parfois, de mobile money ou d'usurpation d'identité, ce genre de choses qui sont importantes, je ne le néglige pas, mais qui sont juste une dimension de ce qu'il y a à prendre comme considération pour protéger le cyberespace. Donc, de mon point de vue, cela vient du fait que, je l'ai indiqué d'entrée de jeu, le cyberespace n'est pas traité lui-même en tant qu'objet d'étude. Donc, puisqu'on ne le considère pas comme objet d'étude, on ne voit pas toutes les dimensions nécessaires pour sa prise en compte et sa protection. Donc, aujourd'hui, il y a quand même des pays tels que le Rwanda, l'Afrique du Sud, l'Égypte, par exemple, qui ont une réflexion stratégique sur la protection de leur cyberespace. Et ça se traduit par différents éléments tels que à quel niveau se situe l'Agence nationale de protection ou bien de sécurité du système d'information, par exemple. Dans un pays comme le Rwanda, c'est directement sous l'autorité du président de la République et c'est dirigé par un ancien colonel d'armée. Donc, ça situe bien quel est le niveau d'importance ou bien quelle est la dimension à laquelle est perçue la protection du cyberespace rwandais. Donc, je crois que c'est une approche plutôt similaire en Afrique du Sud et en Égypte aussi, surtout de mon point de vue, parce que l'Égypte est une cible importante pour d'autres raisons, hein, des pays comme l'Iran, comme oui, d'autres pays du Moyen-Orient. Donc, l'Égypte fait partie des pays les plus ciblés d'Afrique, notamment parce qu'il y a des intérêts, des enjeux géopolitiques très importants auxquels elle participe. Donc, parce qu'elle a été consciente de ce ciblage pour des objectifs géostratégiques ou géopolitiques, elle a pris en compte ces dimensions-là dans la protection de son cyberespace. Mais la plupart des pays africains sont aujourd'hui concentrés sur la dimension usage, donc lutte contre la cybercriminalité, ce qui fait qu'en réalité, il n'y a pas vraiment de dispositif mis en place pour la dimension des enjeux dont on parle. Si on veut parler de cybersécurité, c'est autre chose. Donc, lutte contre la cybercriminalité, il y a pas mal de dispositifs qui se mettent en place progressivement, aussi bien au niveau des États, au niveau de l'Union africaine. Donc, l'Union africaine a notamment créé, je crois, en 2018, un groupe d'experts
euh, qui devrait conseiller le Conseil de l'Union sur des problématiques de cybersécurité. Donc, au niveau des différentes commissions, je crois qu'il y a une commission chargée aussi de la sécurité des systèmes d'information qui travaille à cet effet-là. Il y a le CERT, Africa CERT, qui a été conçu pour harmoniser les pratiques de, de lutte contre les incidents au niveau du cyberespace africain. C'est-à-dire qu'il y a des CERT locaux, des CERT par pays, mais le CERT africain a été conçu un peu pour harmoniser ce type de pratiques-là. Donc, le CERT, c'est Computer Emergency Response Team, donc une équipe pour la réponse à des incidents critiques au niveau du cyberespace. Donc, voilà quelques petits dispositifs mis en place, mais qui, de mon point de vue, ne répondent pas à la problématique des enjeux, qui se concentrent sur cette problématique des usages dont j'ai fait. Alors, ce qui est bien dans votre ouvrage, c'est que vous faites non seulement l'état des lieux dire, de l'indépendance, de la souveraineté, de la dépendance de l'Afrique par rapport à des entités étrangères, notamment les anciens colonisateurs, mais vous proposez quand même aussi une réflexion sur comment s'en sortir et quels sont les axes de travail prioritaires tels que vous les voyez. Alors déjà, est-ce que vous pouvez, en termes de définition, distinguer pour nous la différence entre cybersécurité et cyberdéfense? Problématique très discutée par les experts, hein, parce que en réalité, la cyberdéfense peut être polysémique. C'est-à-dire, si je prends une analogie, de mon point de vue, ce que j'entends par cybersécurité ici, ce serait à l'échelle d'un pays, l'ordre public dans le cyberespace, c'est-à-dire la lutte contre les criminels dans un cyberespace maîtrisé et contrôlé. Donc, ce serait par exemple le rôle des policiers dans un État, c'est-à-dire comment est-ce qu'on rétablit l'ordre public dans cet espace-là sur lequel on exerce la souveraineté. Et la cyberdéfense serait ici la protection des frontières, c'est-à-dire comment est-ce que on met des dispositifs de protection contre des agressions extérieures, contre des acteurs extérieurs à cet espace qu'on contrôlerait là. Le problème, c'est que dans le cas du cyberespace, ça demande de définir d'abord ce que c'est que le cyberespace pour nous. Et ça pose la problématique des limites des frontières, qui est une problématique très discutée au niveau de la littérature cyberstratégique. C'est-à-dire comment est-ce qu'on délimite réellement, quand on dit cyberespace africain ou cyberespace camerounais, puisque je suis au Cameroun, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Quelles sont les limites? Ça commence où? Ça s'arrête où? Et qu'est-ce qu'on est supposé protéger en réalité? Donc, voilà un peu la nuance que je peux faire entre la cybersécurité, qui en réalité est l'ensemble des procédures, des technologies et des process mis en place pour protéger un système d'information. Donc, ça, c'est à l'échelle d'une organisation. Mais si on prend à l'échelle d'un pays, ce serait un peu, je l'ai dit, comment dire, l'ordre public au niveau du cyberespace de ce pays-là. Et donc, la cyberdéfense serait en ce moment, quels sont l'ensemble des dispositifs, ça peut être technique, réglementaire, organisationnel, etc., mis en œuvre pour protéger les frontières de notre cyberespace contre les différents acteurs extérieurs. Donc voilà la différence qu'on peut faire, ce qui fait que dans le positionnement en termes de réflexion n'est pas le même, puisque les finalités ne sont pas les mêmes, dont les enjeux ne sont pas les mêmes. Et c'est la réflexion sur les enjeux liés à la cyberdéfense qui, de mon point de vue, de notre point de vue d'ailleurs, manque aujourd'hui dans notre réflexion, ce qui fait qu'on ne perçoit pas les éléments de cybercolonisation dont nous parlons, puisque la plupart du temps, ça vient des acteurs étrangers. Oui, effectivement. Alors, vous soulignez à juste titre dans votre ouvrage donc l'entrée tardive, trop tardive même, de l'Afrique comme acteur autonome et indépendant du cyberespace. Mais vous dites aussi qu'en fait, ça pourrait avoir des avantages d'être un arrivant, on va dire, tardif euh, sur cet aspect-là de la souveraineté. Vous écrivez, par exemple, nous pouvons même aller jusqu'à considérer le manque d'infrastructures en Afrique comme une opportunité pour renverser la tendance de dépendance actuelle. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus pourquoi tout n'est pas perdu et pourquoi l'Afrique pourrait avoir justement un avantage justement si elle rentre de façon sérieuse
ouais, je dirais peut-être astucieuse aussi dans ce cyberespace. Justement, en réalité, on estime aujourd'hui à 40% le taux de connectivité globale en Afrique, ce qui indique qu'il y a encore 60% de l'Afrique qui n'est pas connectée. Et quand on sait que la plupart des projections démographiques donnent l'Afrique à peu près 2 milliards et demi d'habitants en 2050, il y a là non seulement un réel marché, mais une réelle opportunité de notre point de vue, notamment parce que, effectivement, si on approfondit la réflexion, on est capable aujourd'hui, en ayant identifié les différents leviers de dépendance là, de concevoir une approche de transformation numérique qui serait donc dépourvue de ces différents leviers. Autrement dit, aujourd'hui, on a la possibilité de partir sur de nouvelles normes, de nouveaux équipements et une nouvelle approche de la connectivité qui serait en dehors du contrôle de ceux qui ont le monopole aujourd'hui. Ça, c'est une possibilité, ça, c'est une opportunité que presque seule l'Afrique a, puisque la plupart, le reste du monde est déjà plus ou moins connecté. Je rappelle qu'il y a des projets expérimentaux sur une autre façon de déployer l'Internet dans le monde, ce qu'on appelle Internet Next Generation, c'est-à-dire avec d'autres façons d'autres protocoles à utiliser, d'autres approches de la connectivité. D'un point de vue technique aujourd'hui, par exemple, la plupart des communications sont régies par ce qu'on appelle le protocole TCP/IP et il y a des alternatives à TCP/IP qui sont en train d'être développées. Donc, dès que vous prenez cette alternative, vous dégagez du contrôle de tous ceux qui ont le monopole sur tout l'écosystème lié à TCP/IP. Parce que quand je dis c'est au centre des connectivités, les équipements en dépendent, le code informatique en dépend, les autres types de protocoles en dépendent, etc. Donc, l'ensemble de l'écosystème dépend de cela. Or, si aujourd'hui, vous avez une approche qui se distingue de cet élément central-là, vous êtes capable de créer un autre écosystème sur lequel vous aurez nécessairement plus de contrôle, puisque les différents composants de l'écosystème ne sont pas utilisés dans la plupart du reste du monde en réalité. Je crois que c'est une démarche que la Chine a d'une certaine façon suivie. C'est en même temps une opportunité parce que ça nous donne l'occasion de créer une base industrielle euh, spécialisée, en ce sens que ça donne la possibilité à ceux qui seraient dans le domaine de créer des équipements d'abord pour notre marché, mais qui pourraient aussi faire l'objet plus tard de dispositifs à proposer à d'autres marchés si c'était nécessaire. Mais ça nous permet d'avoir une approche, comment dirais-je, nouvelle. Parce qu'il faut savoir que le protocole TCP/IP dont on parle, à la base, n'était pas conçu pour intégrer la problématique de sécurité. Je crois qu'il y a un Français, je ne sais plus comment il s'appelle, Monsieur Poussin, je connais plus le prénom, qui avait participé au départ aux travaux sur TCP/IP, notamment avec le concurrent français UDP. Et TCP/IP avait été retenu par les ingénieurs américains et c'est devenu le standard. Donc, voilà. Qui aujourd'hui explique bien comment est-ce on en est arrivé à ce protocole-là, qui indique clairement qu'effectivement la problématique de sécurité ne faisait pas partie de leurs préoccupations à l'époque. Donc, du coup, pour sécuriser un réseau basé sur TCP/IP, comme c'est le cas aujourd'hui, il faut ajouter des couches de sécurité au-dessus. Or, on est capable aujourd'hui de créer ou d'adopter des technologies qui ont la sécurité de façon intrinsèque, qui intègrent la sécurité dans leur conception. Ce qui ferait qu'on créerait un réseau natif plus sécurisé nativement, d'abord, et donc qui créerait des contraintes pour les hackers, y compris pour les experts des services de renseignement occidentaux aujourd'hui, puisqu'ils n'ont pas encore travaillé sur ce type de réseau-là. Donc, ça demanderait du temps pour monter en compétence avant d'être capable, comment dirais d'infiltrer ce type de réseau. Et ça créerait une spécialité africaine qui permettrait d'avoir le reste de son écosystème beaucoup plus sous contrôle et beaucoup plus sécurisé. Voilà pourquoi, de notre point de vue, ça peut aussi être considéré comme une opportunité parce que ça nous donne la possibilité de créer de façon native euh, un écosystème beaucoup plus sécurisé qui nous donnerait donc les moyens de mieux se défendre. Parce que, quoi qu'il en soit, en déployant le réseau de la façon dont on le fait aujourd'hui, on reste vulnérable, même si on a des gens formés pour le défendre, puisqu'on n'est pas les concepteurs des différents composants, il y a quand même des failles sur lesquelles on ne pourrait jamais être à la hauteur de ceux qui l'ont fabriqué. Donc,
c'est en ça que ça peut constituer une opportunité. Le deuxième point d'opportunité, c'est que dans le reste du monde, notamment, le niveau de connectivité étant tellement avancé, ça rend ces sociétés vulnérables parce que tout est connecté. Donc, si l'Afrique misait sur la cyberdéfense comme étant son principal ou bien l'un de ses outils majeurs de défense, on investirait donc sur des cybersoldats qui sont capables aujourd'hui d'investiguer sur les vulnérabilités des acteurs euh, rivaux de l'Afrique pour qu'au cas où ce serait nécessaire, ils pourraient mener des actions sur ces réseaux-là parce que c'est des environnements hyper connectés et donc qui ont nécessairement des vulnérabilités. Donc aujourd'hui, même si on ne déployait pas le reste de 60%, comme je l'indique, si on restait qu'à 40%, il reste une bonne partie de l'Afrique non connectée, donc pas vulnérable aux cyber-intrusions, puisque ces espaces sont non connectés. Donc on a encore la capacité d'aller faire dans ces espaces-là comment dirais-je, ce qu'on pourrait considérer comme étant des écosystèmes à blanc, c'est-à-dire qu'ils ne seraient connectés à aucun réseau, et qui, à l'intérieur, fonctionnerait de façon tout à fait autonome en fonction de la pertinence et du besoin qu'on peut avoir. Donc, puisque ce n'est pas connecté, ce n'est pas vulnérable. Donc, en ce sens-là, on ne connecte à aucune des fibres optiques et rien du tout. Des espaces vraiment à blanc où on peut faire des connexions en local et où on n'infiltrerait rien qui viendrait de l'extérieur. Bon, vous me direz qu'il y a des techniques pour infiltrer quand même en passant par des humains, social engineering, comme on a vu pour la station de Natanz en Iran avec le virus TurkNet à l'époque, où effectivement on est passé par euh, un des employés qui a utilisé une clé USB venant de l'extérieur et a créé la porte dérobée finalement. Mais oui, dans cet espace-là, si on mettait des protocoles les plus stricts en place, on pourrait avoir la capacité de déployer des réseaux locaux non connectés qui seraient plus résistants, en tout cas, aux cyber-intrusions. Donc, voilà un peu en quoi on peut considérer que c'est une opportunité aujourd'hui. Enfin, on peut considérer comme étant une opportunité le fait de ne pas être totalement connecté. Donc, d'abord, ça protège du fait de ne pas être connecté le reste de l'espace africain non connecté, qu'on pourrait connecter selon notre propre stratégie. Et aussi, ça donne la possibilité d'avoir une nouvelle façon de se connecter qui serait beaucoup plus sécurisée que les méthodes actuelles. Tout à fait, c'est très clair. Alors, qu'est-ce que vous souhaiteriez passer comme message à la nouvelle génération d'Africaines et d'Africains pour qu'elles et ils contribuent à l'entrée de notre continent comme acteurs majeurs et unis et indépendants et souverains dans le cyberespace? Donc, au niveau des décideurs, effectivement, il faut qu'ils prennent conscience de la question des enjeux dans le cyberespace, du fait que le cyberespace est désormais un milieu conflictuel dans lequel il y a différents acteurs qui opèrent, y compris les acteurs étatiques, et donc d'intégrer ces dimensions dans les différentes stratégies qu'ils mettent en place, soit dans leur pays, soit au niveau régional ou continental. Effectivement, je les appelle aussi à financer les projets des Africains qui concourent à récupérer une petite marge d'autonomie dans le cyberespace. On a peu d'exemples des projets de création des algorithmes de chiffrement propriétaires, pour chiffrer les communications stratégiques entre dirigeants, entre acteurs stratégiques du continent en quelque sorte. Donc, j'indiquais aussi que les opérateurs économiques, eux, devraient s'intéresser à cette dimension d'enjeu, notamment dans le choix des technologies qu'ils font au quotidien pour leurs activités. Donc, ceux qui, au quotidien, utilisent le numérique privilégient les solutions africaines. Ceux qui ont les moyens d'investir, également investir sur des projets qui peuvent permettre de gagner en autonomie dans le cyberespace africain en quelque sorte. Donc, notamment, pourquoi pas, je sais pas moi, acquérir plus de parts dans des consortiums qui sont propriétaires des fibres optiques qui desservent le continent, s'intéresser à ce genre de choses, quoi, financer des projets de lancement de satellites, euh, financer des projets de conception ou d'assemblage de matériel en local. C'est-à-dire qu'on peut, aujourd'hui, sans être fabricant de tous les composants, acheter les composants à l'étranger et monter
les différents équipements locaux, ça demande une certaine expertise, ça demande des moyens. Mais oui, financer ce type d'initiative, par exemple. Donc, au niveau des entrepreneurs, effectivement, le choix des solutions à déployer, euh, il y a un concept que j'appelle, qu'on ne développe pas dans cet ouvrage, la guerre révolutionnaire numérique, c'est-à-dire que quelle que soit l'action que vous posez au quotidien, se rassurer que vous avez conscience des enjeux. Nous sommes en guerre contre des acteurs externes qui maintiennent leur domination sur nous. Et donc, posez votre action dans le sens de gagner un peu d'autonomie en ayant cet état d'esprit-là. Donc, soit oui, c'est dans le choix du matériel que vous utilisez, soit c'est même des prestataires auxquels vous faites appel. Parfois, il y a bien de l'expertise sur le continent, mais on va la chercher à l'étranger. Donc, c'est des attitudes au quotidien qui permettent de gagner en autonomie, puisque plus vous allez à l'étranger, plus vous leur donnez les moyens de continuer à être meilleurs que les locaux et donc d'être les seuls à dominer le marché en réalité. Donc, à chaque fois qu'on le choisit par un opérateur local, on le prive de se développer, de monter en qualité pour être capable d'assurer le besoin local. Donc, c'est d'avoir cet état d'esprit-là. Pour les étudiants, les apprenants, je, notamment les écoles et les centres de formation, j'invite clairement à ajouter cette dimension en jeu dans les cursus de formation liés à la protection du cyberespace. On voit aujourd'hui pas mal de cursus qui commencent à émerger pour la spécialisation en cybersécurité, mais c'est toujours d'un point de vue purement technique. C'est d'un profil, c'est d'un parcours technique que je vous parle et je confirme qu'il n'y a pas cette dimension en jeu, cette dimension stratégique. Et j'appelle à ce que cette dimension soit intégrée dans les cursus, notamment au niveau, comme moi, licence master, pour commencer à conscientiser les acteurs de demain sur ces problématiques-là, afin qu'ils intègrent dans leurs réflexions quand ils sont en entreprise ou dans différentes organisations. Puisqu'aujourd'hui, ceux qui sont formés sur notre continent et puis sont certifiés sur des solutions ne font qu'en quelque sorte perpétrer le modèle, puisqu'ils vont proposer des solutions étrangères, c'est les seules qu'ils connaissent. Ils vont se former sur les solutions étrangères en payant. C'est les seuls qui dominent le marché. Et c'est ça qu'ils vont recommander, qu'ils vont maintenir auprès des organisations où ils sont. Donc, ce qui contribue effectivement à perpétuer cette dépendance-là. Donc, même les experts, d'un certain point de vue, quand ils n'intègrent pas la dimension stratégique, perpétuent la dépendance. Donc, voilà les différents acteurs auxquels je pouvais m'adresser aujourd'hui pour attirer leur attention sur ces différents éléments de dépendance et la nécessité de prendre en compte dans leur réflexion au quotidien. Oui, alors c'est effectivement, comme vous dites, enfin, ça serait une manière de faire d'une pierre plusieurs coups parce que les pays africains, enfin les élites africaines, souvent cherchent des domaines émergents comme ça sur lesquels se positionner qui seraient économiquement intéressants. Et là, pour le coup, de développer des protocoles propres à l'Afrique, de développer une industrie pour produire l'infrastructure matérielle, les logiciels, les techniques de chiffrement, etc. Ça permettrait justement d'industrialiser l'Afrique, mais aussi de lui permettre de regagner, enfin de gagner pour la première fois sa souveraineté numérique. Et donc, bon, ça me paraît être une voie qui est certainement la plus intéressante de toutes, parce qu'on voit des projets comme ça dans l'automobile, le cinéma et des trucs comme ça. Mais bon, nos élites, malheureusement, sont complètement à côté de la plaque. Ils ont toujours un siècle de retard sur les autres. Et malheureusement, pour l'essentiel, il manque cruellement de vision. Et enfin, ça, c'est la colonialité. Hein, j'aborde ça. J'aborde ça dans un des épisodes, c'est l'épisode 24 de mémoire de ce podcast. J'invite tout un chacun à le voir avec la professeure Lysette Quiroz. Elle aborde le sujet de la colonialité, c'est fascinant. Ça permet de mieux comprendre. C'est plus qu'une mentalité en fait, c'est une structure sociale, on pourrait dire, qui touche les colonisés, qui fait que voilà, eux-mêmes ils font pas confiance à leur propre personne et à leurs semblables. Et donc ils vont toujours chercher des solutions chez leurs anciens colonisateurs. Bon, Tout à fait. en tout cas, c'était très, très intéressant, François-Xavier. Hein. Merci beaucoup d'avoir partagé votre temps et puis votre expertise. Et encore une fois, félicitations pour cet ouvrage vraiment essentiel. Moi, j'aimerais voir beaucoup, beaucoup plus d'ouvrages de ce genre
vraiment stratégique et puis qui propose un cadre de réflexion très pertinent, non seulement par rapport aux problématiques de l'Afrique, mais aussi par rapport à ses orientations futures qu'elle a tout intérêt à prendre pour se libérer enfin de cette relation de dépendance par rapport à l'Occident. Et sinon, dites-nous, pour votre prochain ouvrage, quand est-ce qu'il va sortir à peu près? Normalement, dans les 3 prochains mois, je viens de entrer en contact avec un éditeur ici au Cameroun, donc j'espère que ça va avancer rapidement. Et effectivement, pour aller dans le même sens que ce que vous évoquiez, dans celui-là, je fais l'hypothèse que l'Afrique peut devenir, si on se donne des moyens, une cyberpuissance. Et donc, par le biais du cyber, une puissance tout court. Parce que, bon, aujourd'hui, il y a un débat sur qu'est-ce qu'on peut considérer, comment est-ce qu'on peut, quels sont les critères à partir desquels on peut considérer qu'un État est une cyberpuissance et comment est-ce que la puissance obtenue via le cyber aujourd'hui peut agir sur la capacité de puissance globale d'un État, donc sa capacité à contraindre les autres États pour agir dans le sens de leurs intérêts à eux. Donc, justement, en évoquant les différents indicateurs qui permettent aujourd'hui à l'Afrique de se projeter. On a parlé de démographie, mais il y a bien d'autres indicateurs, les ressources, etc., qui contribuent à l'industrie cyber. Il ne faut pas croire que les équipements sont fabriqués à partir comment dirais-je, à partir des matières premières qu'il faut bien prendre quelque part. Donc, l'Afrique en détient, etc. Donc, en créant une base industrielle à partir des composants les plus basiques, on a la capacité aujourd'hui de se projeter en tant que cyberpuissance, notamment en intégrant un élément dont on a parlé tout à l'heure, le fait qu'une bonne partie du continent ne soit pas encore connectée. C'est un acte très important si on veut aujourd'hui concevoir une stratégie de cyberpuissance telle que je l'évoque dans cet élément-là. Donc oui, je pose la question, est-ce que l'Afrique peut devenir cyberpuissance? De mon point de vue, c'est tout à fait possible en changeant de paradigme. Donc oui, je crois que l'ouvrage pourra aussi être intéressant pour évoquer ces questions-là. Donc, je vous remercie beaucoup de m'avoir invité à ce podcast et j'ai été ravi de participer à Tout plaisir est pour moi et puis j'espère à bientôt pour parler de vos futurs travaux. Merci à vous. Merci beaucoup, à bientôt.